Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Batteur Session. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente le maître incontesté en interview, Loïc Ponthieu. Une interview hyper enrichissante, très passionnante. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la personne, sur son parcours et sur plein d'autres domaines. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage. Ça va Loïc? Impeccable. On a réussi? Non, ça va. Bon, avant tout, merci vraiment de me consacrer du temps. Donc moi, je suis Cyril de la chaîne YouTube Batteur Session. Je sais pas si tu as pu aller un petit peu checker. J'essaie de proposer sur ma chaîne un contenu assez varié. Présentation de matériel, des covers, des exos, des interviews dorénavant. Donc c'est un vrai privilège pour moi de t'avoir en privé, si je puis dire, puisque tu es un de mes idoles. Voilà, ça c'est dit. Comme beaucoup qui vont nous regarder, je pense. Bah, j'espère. C'est le but. Ok, bah écoute, je vais te demander en quelques lignes, pour ceux qui ne te connaissent pas, je ne sais pas s'ils existent, mais enfin, de te présenter en quelques mots la région d'où tu viens, quel âge tu as. Et... Alors, moi, je viens de Nice. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. La Côte d'Azur, le soleil, la plage. J'ai 57 ans aujourd'hui. Et donc j'ai commencé vraiment mon éducation musicale par le piano classique. Voilà, mon père, mes parents m'ont forcé. Ils m'ont un peu obligé à faire du piano classique parce que mon père est pianiste, enfin était pianiste parce qu'il est décédé maintenant. Okay. Mais il était pianiste et il a même d'ailleurs écrit des chansons pour Claude Nougaro. Ah, d'accord. Donc voilà, et donc il a tenu à tout prix à ce que je fasse un instrument harmonique, parce que moi j'adorais la batterie depuis tout petit. J'ai d'ailleurs une photo de moi très très jeune avec des baguettes. Donc il m'a fait faire du piano. J'en ai fait pendant 7 ans, mais en année décalée. C'est-à-dire je faisais 2 ans, j'arrêtais pendant 1 ou 2 ans, je reprenais 1 an, j'arrêtais. En fait, j'étais pas très fan du piano. Je suis gamin, faire le solfège, tout ça, le piano c'est un peu fatigant. Je préférais la batterie. Et puis, en fait, véritablement, à l'âge de 14 ans, mon grand-père, qui lui était batteur, m'a offert sa vieille Ludwig orange citrus des années 60. Et là, je me suis mis à jouer de la batterie, déjà dans la chambre, chez moi. Et je me suis inscrit au Conservatoire de Nice en classe jazz, batterie jazz et piano jazz. C'est-à-dire qu'après 7 ans de piano classique, j'ai fait 1 an de piano jazz, ce qui m'a permis de découvrir l'harmonie jazz, les accords, les renversements, les modes. Wow, ouais. Aujourd'hui, je joue pas du piano comme un pianiste, mais je compose parce que j'ai les idées harmoniques, j'ai toutes ces choses-là. Je peux même faire quelques arrangements, donc je me débrouille pas mal. D'accord. Et parallèlement au conservatoire, j'ai bossé avec mon père dans les pianos bars. J'ai arrêté l'école très tôt parce que j'avais vraiment envie de faire la musique, c'était vraiment ma passion. Et mon père bossait dans les pianos bars à Nice, et donc à 14 ans et demi, 15 ans, je me suis retrouvé à jouer avec lui tous les soirs, de 10h du soir à 4h du matin. Pas un jour de congé dans l'année, c'était non-stop. Et j'ai rencontré des gens fabuleux, déjà toute la panoplie des musiciens niçois, pas des moindres, des gens comme André Ceccarelli, Jean-Paul Ceccarelli, Jean-Marc Jaffé, Robert Percy, tous ces gens-là qui ont beaucoup travaillé à Paris et qui travaillent encore sur Paris, évidemment. D'accord. Et puis après, au bout de 7 ans de piano bar, je suis monté à Paris. Et c'est là où j'ai rencontré plein de gens là-haut à Paris. J'ai fait, d'ailleurs, quand je suis arrivé, une semaine après, même pas une semaine après, 2 jours après, j'ai fait une audition pour une chanteuse de rhythm and blues qui s'appelait Guida De Palma. D'accord. Qui jouait au groupe qui s'appelait Chance Orchestra à l'époque, dont le bassiste était Philippe Chaillet, et qui était mon grand frangin de Nice, avec qui j'avais fait le conservatoire. D'accord. Et donc, je me suis retrouvé à bosser avec elle très vite. Et puis, très, très vite, j'ai rencontré des gens. J'ai bossé beaucoup avec les Niçois qui m'ont ouvert beaucoup de portes à Paris, notamment dans les clubs et tout ça. Donc, j'ai fait pas mal de remplacements. Et puis, au bout de 6 mois, je me suis retrouvé à remplacer Manu Katché avec Véronique Sanson. Et puis, après, c'est parti. C'est parti de là. Et j'avais rencontré Laurent Verneret aussi, qui, lui, 3-4 mois après, m'a branché avec Didier Lockwood. Là, je suis rentré dans l'équipe de Didier. On a fait 4 ans et demi, 5 ans de tournée mondiale. D'accord. Et puis, après, moi, parallèlement à ça, j'ai rencontré, que je connaissais déjà par le biais de mon père, j'ai rencontré Claude Nougaro. Oui. Grande histoire de famille, alors, finalement, avec Claude Nougaro. C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, il m'a appelé un soir, on était en concert à Paris avec Didier Lockwood. C'est d'ailleurs sa femme qui lui a dit « Il faut que tu ailles voir le concert de Didier parce qu'il joue une chanson qui s'appelle La Ballade irlandaise et j'aimerais bien que tu écrives un texte là-dessus. » Et c'est parti de là. Et il est venu, il a passé la soirée à côté de la batterie. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit « Bon, j'aimerais bien que tu fasses ma tournée, je veux que tu me montes une équipe. »
Et comme avec Didier, on a arrêté les tournées, là, parce qu'il faisait un autre projet avec Alain Caron. Donc on s'est retrouvés tous à partir chez Claude Nougaro. Voilà. Et après, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné très vite, très rapidement ensuite. En fait, dans ce métier-là, le nom est né ensuite. Ouais. Ça va vite, les gens parlent et tout le monde s'appelle. Là, il y a un nouveau qui vient d'arriver, il a fait ci, il a fait ça, et voilà. D'accord. Et je rebondis par rapport à ce que tu as dit concernant le remplacement de Manu Katché pour la tournée Véronique Sanson. Grosse pression pour toi parce que ça faisait partie de tes premiers contrats, entre guillemets, et tu remplaçais quand même un grand. Donc je suppose que tu dois arriver, t'es serein. Dans quel état d'esprit t'es quand... Pas du tout serein même. En fait, fan de Manu, parce que j'ai toujours adoré Manu. Bien sûr. Toujours. Je l'écoutais beaucoup à l'époque où il faisait Jonas, tout ça. Et évidemment après avec sa carrière internationale. Ouais. Mais c'est vrai que quand Dominique m'a appelé pour me dire Manu repart avec Peter Gabriel, il y a des dates à faire avec Véro, est-ce que tu es dispo? Je dis évidemment que je suis dispo, mais quand je suis arrivé la première date au festival de Montreux, c'était chaud quoi. Ouais. J'avais déçu un peu, mais ça s'est bien passé, ça s'est super bien passé. En plus, comme j'adorais la musique de Véro, bien sûr. Et puis j'adorais Manu, les parties qu'il avait mis dans la musique de Véro, donc j'étais super fier de faire ce truc-là, et c'était génial. Et c'est vrai que ça met la pression, t'as toujours un peu le track. Le track. Ouais, bien sûr. Le track, je l'ai eu 5-6 ans, pendant 5-6 ans, à chaque fois que je jouais sur scène, sur les grosses scènes, j'avais le track. Ah ouais, malgré tes antécédents de faire déjà de la scène, de tourner avec ton père, tout ça, t'avais ce track. Quand j'étais à Lille, je faisais pas de scène, je faisais que du club, en fait. Donc j'étais tous les soirs dans des clubs avec des gens qui sont pas forcément des musiciens. C'est pas la même pression. T'as la pression peut-être les 2 premières années quand t'es gamin, que t'as 15 ans et que tu commences à jouer devant les gens. Bien sûr. T'es timide, t'as le track. Ouais. Mais après, une fois que c'est comme si t'étais à la maison, tu joues chez toi, c'est toujours le même club tous les soirs, avec quasiment les mêmes gens qui viennent bosser, et même quasiment les mêmes gens qui viennent boire des coups parce qu'ils sont fans et voilà, ils aiment passer une soirée avec nous. Et donc c'était plutôt cool. Et puis donc j'avais vraiment pas le track. Par contre, la première grosse scène, c'est vrai que quand j'ai fait Véronique Sanson à la place de Manu à Montreux, là c'était chaud quand même, c'était impressionnant. Ouais, c'est pas rien. En même temps, ça reste des bons souvenirs. Et puis, quand je dis que pendant 4, 5, 6 ans j'ai eu le track, c'était quand je faisais Didier Lockwood. C'est un truc je m'en suis rendu compte qu'après, mais j'avais le track tous les soirs de jouer avec Didier, alors que j'avais l'habitude de jouer sur des grosses scènes. Je me suis rendu compte que j'avais le track jusqu'à ce que j'arrive à faire le solo de batterie. Une fois que j'avais fini le solo de batterie, j'avais plus le track. Donc je me mettais inconsciemment une espèce de pression que je me rendais pas compte et c'est marrant quoi. Mais voilà. Aujourd'hui j'ai plus le track. Ceci dit, je fais plus de solo de batterie. Si, j'en fais toujours. Oui, si, je confirme, t'en fais. Loïc, est-ce que en plus de la batterie et du piano, est-ce que tu as et du bricolage, est-ce que tu as d'autres passions qui te prennent du temps? Des passions qui me prennent du temps, j'en ai pas d'autres. Disons que j'adore le sport, donc je fais du sport évidemment. J'aime bien aller faire du snow, j'aime bien faire la plongée sous-marine, jouer au golf, au tennis, tous ces trucs-là. D'accord. J'aime bien les vacances. Ouais. On adore les vacances. J'aime bien les bons restos aussi, mais bon, c'est pas un truc qui me prend du temps. Quand on a envie de se faire une bonne soirée avec ma femme, on se prend un super resto et puis on y va, on réserve et c'est parti. Quoi, on s'éclate. Vivre quoi. Ouais. Oui, pour moi c'est ça le plus important. Voilà. Moi j'aime bien être à la maison et notamment dans la nouvelle maison où on fait les travaux, on va avoir un superbe studio pour enregistrer, donc ça va être super. On va faire tous nos projets, ça va être super. Excellent. Et donc ta femme est dans le milieu aussi? Elle est chanteuse, ouais. D'accord. Et vous travaillez ensemble? On a monté un groupe ensemble qui s'appelle Miss Pina and Friends. Alors c'est vraiment un concept. Je sais pas si j'avais envie de dire particulier, mais je pense que ça existe ailleurs. Mais on s'était dit, comme elle fait beaucoup de soirées événementielles pour Airbus, parce qu'on est basé à Toulouse, donc il y a beaucoup de grosses soirées ici. Bien sûr, d'accord. Et je dis Airbus, mais il y a ATR, il y a plein de choses, il y a plein de sociétés. Et c'est vrai qu'on est beaucoup branchés dans ces soirées-là, et on voulait pas faire du bal, parce que c'est pas du tout l'optique. Je lui dis, moi, le bal, j'ai un grand respect pour ça, mais je jouerai pas 4h30 sur scène. Ça, c'est sûr que non. D'accord. Parce que je trouve que c'est dommage, au bout de 2h30, les mecs, ils ont plus rien à donner, ils sont fatigués, tu vois. Bien sûr. Et puis, souvent, dans un bal, au bout de 2h30, les mecs, ils sont tous bourrés devant, donc tu vois pas l'intérêt. Donc, autant mettre, autant mettre de la musique d'ambiance, et puis les mecs, ils mettent des coups jusqu'à pas d'heure, il n'y a pas de souci. C'est ça. Mais au moins, le groupe fait de la qualité. Et moi, je lui dis, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un groupe ambiance DJ, c'est-à-dire que on est 7 sur scène avec des séquences en plus,
Mais par contre, on enchaîne des titres, on fait des medleys de 1 quart d'heure, 20 minutes sans s'arrêter. Et quand on a fait une medley, on enchaîne direct avec un deuxième medley de 20 minutes et ainsi de suite. Les gens ne s'arrêtent pas de danser comme si c'était en discothèque. Et évidemment, on fait beaucoup de musique des années 70, 80, 90, 2000. Ouais, génial. Gros tubes, Earth, Wind & Fire, Benson. Ah Chic. ouais. C'est magnifique, ça, c'est génial. Comme je suis un grand malade mental de la précision, je suis allé rechercher tous les sons d'origine, tu vois, tout ce qui est cuivre, les vrais chœurs, les trucs, tout ça. Et en fait, on les double avec nos chœurs à nous, nos cuivres à nous. Enfin, Waouh. on a monté les gros trucs. Et en fait, ce groupe, il se compose entre 2 et 14 personnes. C'est-à-dire qu'on a vraiment le module, tu vois, et les gens viennent, nous appellent, on dit, bon, on a un budget pour 3, donc on débarque à 3, on a les séquences guitare, chant, batterie. Donc il y a les basses séquencées, les claviers, les trucs. Ça marche super. Alors, évidemment, c'est plus joli quand on est 14 sur scène avec des cuivres. Bien sûr, mais... La base du groupe, c'est 7 personnes. C'est 4 chanteurs, dont un qui est percu et l'autre guitariste. Basse, clavier, batterie. Et on envoie des séquences. Et tout ça, c'est disponible sur les plateformes musicales? Oui, tout à fait. Il y a un Instagram qui s'appelle Miss Mina and Friends. Ok. Et ma femme s'appelle Julie Santamance. Et donc on peut trouver tout ça sur Facebook et Instagram évidemment. Et il y a plein de vidéos. D'ailleurs, on en met il y a pas longtemps, on a mis un titre qui s'appelle If I Ain't Got You, d'Alicia Keys. Et puis oui, on met régulièrement des vidéos. On aime ça. En tout cas, il y a les liens pour contacter ce groupe-là si jamais il y a besoin. Voilà. Ouais, t'as vraiment pas le temps de te reposer, quoi, ou très peu, quoi. T'es tout le temps. En fait, c'est surtout par envie. Ouais. Parce que déjà, la musique, c'est un. Là, c'est ta vie, quoi. Ouais. Bon, après, alors là, je viens de rentrer dans une grosse tournée avec Patrick Bruel. Alors, c'est une tournée fatigante parce que Patrick demande beaucoup d'énergie, comme toujours, évidemment. Donc, c'est vrai que c'est très, très épuisant. Okay. Et puis moi, le fait depuis que j'habite à Toulouse, j'ai beaucoup plus de voyages que les autres. Parce que quand les autres rentrent à Paris et rentrent chez eux, moi je reprends un avion ou un train pour descendre à Toulouse. D'accord. T'as été jusqu'où avec Patrick? Ben on a fait. Ah, tu veux dire au niveau du ouais, ça a été national. On a fait Belgique, Suisse maximum et toute la France. Ok, ah ouais. Là, on doit faire l'Espagne, on doit jouer en Espagne au mois de janvier. Là, il y a une date privée à faire. Ça réunit combien de dates là? T'as tourné avec Patrick? Une centaine de dates. Ah ouais, quand même. Entre mars et décembre. D'accord, ah oui. Donc c'est pas mal de dates, oui. Et là, il parlait de partir dans les îles fin mars, peut-être, faire Guadeloupe, Martinique et Guyane. D'accord. Mais c'est pas encore confirmé, voilà. Mais bon, là, il a plein d'autres projets, plein d'autres trucs à faire en dehors de la musique. D'accord. C'est pour ça qu'il préfère arrêter un peu, là, il a trop de trucs à faire. Puis nous, moi, ça me permet de finir mes travaux, de profiter. Bien sûr, ouais. Exactement. Oui, c'est important aussi. Mais après, comme tout batteur qui se respecte, tu peux pas forcément arrêter trop longtemps parce que ça nous manque trop. Oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que du projet, je fais plein de choses en fait. C'est ça qui est cool. Si t'étais pas batteur, tu ferais quoi aujourd'hui? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ou est-ce que ça t'a jamais traversé l'esprit? Chauffeur Uber, non, je déconne. Uber Eats. Non. En fait, si j'étais pas batteur, j'aurais bien aimé bosser dans la bouffe parce que j'adore ça. Ouais. Le sport aussi parce que j'adore ça aussi. Mais particulièrement la bouffe et le bon vin et tous ces trucs-là, tu vois, les petits restos vraiment. Vraiment ça, quoi. Onologue. Je me serais même fait le plan de me faire un resto genre à Bali ou un truc comme ça. Waouh, d'accord. Loin de tous les embouteillages, les pieds dans le sable et les cocotiers. Magnifique. Sympa aussi, excellent. Bah, il est jamais trop tard quand on a un peu de temps. Ouais, mais bon, comme j'adore la musique et que j'en fais beaucoup, si tu veux, c'est ma passion, donc c'est ça qui prime. Après, c'est vrai que là-bas, je peux le faire dès maintenant si je voulais, mais je ferai plus de musique, en tout cas plus comme je la fais maintenant. Oui, ouais. Oui, parce que tu pourrais monter un concept à Bali où tu joues et il y a de la restauration et tu continues de faire de la batterie. Ouais, c'est pas pareil. Mais par contre, oui, ça serait moins grandiose, entre guillemets. Quand même. Hein? La tournée, c'est un truc à vivre, la tournée. Ouais. L'autre jour, quand on a joué à Bercy avec Bouet, je me disais quand même, c'est ouf. Je rentre sur scène, bon, j'ai pas le trac, donc, mais je suis quand même devant 18 000 personnes. Ouais. C'est génial, le métier qu'on fait. Comme le plus gros concert qu'on a fait, c'était aux Plaines d'Abraham. Il y a 2 tournées avec Patrick. Les Plaines d'Abraham, c'est un gros festival qu'il y a à Québec. Ouais. Et évidemment, c'est un gros festival anglo-saxon, mais ça tombe pendant une période où il y a le 14 juillet au milieu. Et donc, le 14 juillet, c'est une soirée française. Donc, ils nous avaient invités.
Mais la veille, on était là, il y a 90 000 personnes quand même, en face. Et là, la veille, il y avait les Doobie Brothers. 2 jours avant, il y avait les Foo Fighters. Et le lendemain de nous, il y avait les Rolling Stones. Ouais. Où on tombait quand même. C'est qui est là? C'est moi. Ouais, et alors, quand tu montes sur scène et que t'as 90 000 personnes, c'est un truc de dingue. Ouais, cette sensation, ça doit être... Bah, je pense que comme tu dis, il faut le vivre pour vraiment s'en rendre compte. Ça doit être extraordinaire. C'est évident. En tant que musicien pro, voilà, tu sais que... Bah, je pense que tu te poses derrière ta batterie, tu regardes devant toi, et je pense que tu peux te dire, ouais, j'ai réussi, quoi. Clairement. Alors, je me dis jamais que j'ai réussi. J'aimerais demain jouer au Super Bowl, par exemple. Ouais, d'accord. Ou demain, j'aimerais faire une tournée avec Sting, que je fais pas, évidemment, ou jouer, je sais pas, avec Justin Timberlake, que je fais pas non plus, tu vois. Ouais. Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera pas. Mais c'est comme ça. Donc, je me suis fait l'idée depuis pas mal de temps. J'ai eu ma grosse période où j'avais envie de faire ça. Ouais. Tu vois, à l'affût de des trucs, je me dis, j'aimerais bien, en vieux, tu vois, à me dire, j'aimerais bien arriver à ce truc-là. Et puis aujourd'hui, je me dis, profite de ce que tu fais, c'est génial. Ouais. Et je te jure, l'autre jour, on a joué, c'était drôle parce que le groupe qu'on a monté avec ma femme, je reviens sur ce truc-là, qu'on adore vraiment parce que c'est une musique qu'on adore jouer, tu vois. C'est qu'on aurait adoré jouer avec les Earth, Wind & Fire une fois dans notre vie. Bon, c'est pas le cas, donc on se le fait à notre sauce. Voilà, tu vois. On a un petit peu d'eux dans nos séquences, donc c'est génial. Et en même temps, l'autre jour, on a fait un concert qui était pas une soirée privée, justement. C'était un concert d'une ville à côté de Toulouse. Ils nous ont appelés pour l'inauguration d'une halle qu'ils ont fait en plein air. Et donc là, on a fait un vrai concert pendant 2h30, 3 heures. On s'est éclaté. C'était top. Tu vois, j'ai eu autant de plaisir que de jouer devant 90 000 personnes à Québec. Ouais. Et je me dis, voilà, c'est que du bonheur. C'est être joyeux de faire un truc. Ouais. C'est pas dire, j'aimerais faire plus maintenant. Non, je laisse ça aux jeunes. Je suis pas un vieux, mais je laisse ça aux jeunes. Oui, non, t'es pas vieux, il y a encore à faire. Hein. Oh. Oh, je sais pas, mais en tout cas, je suis plus dans cette optique de vouloir bouffer le monde à plein. Ouais. Savourer chaque moment que tu vas entreprendre. Ouais, parce que c'est tellement génial. Et tous les gens que tu rencontres dans ce métier, c'est un truc de fou. Tu vois, parce que c'est pareil, tu vois. Moi, je joue avec plein de gens différents et je découvre des nouvelles personnes. Tu vois, peu importe d'où ils viennent, qui ils sont, de quel âge ils ont. Et cet ensemble de personnes que tu côtoies, c'est toujours gentil, c'est toujours pour être où t'as vécu des trucs un peu sans donner de nom bien évidemment, hein, mais est-ce que t'as vécu des moments? Ouais, moi j'ai un comportement très con quand il le faut, tu vois. Ouais. Je peux le dire ouvertement parce que j'ai pas peur de ça. J'adore les choses simples et humaine, tu vois. Et quand je tombe sur des gens qui sont puants et qui ont la grosse tête, ça m'intéresse pas. D'accord. Et tu vraiment ça de côté. Ouais. Je laisse ça pour les autres, qu'ils soient très très bons ou archi ultra bons ou mauvais. Pour moi, ça reste des mauvaises personnes, tu vois. Et j'ai pas envie de partager ça. D'accord. J'ai pas envie de partager mon amour avec des gens comme ça. Et c'est vrai que les gens qui m'entourent sont vraiment des gens gentils et qui aiment la musique, qui respectent la musique parce que ça c'est important pour moi. Ouais. Et voilà, et donc je m'éclate. Un rapport humain dont on a besoin aujourd'hui et qui est extrêmement important. Et bien sûr, aujourd'hui, t'imagines le bordel que c'est dans le monde entier. Là, tu dis quand même, si on n'est pas un minimum dans de ça et un minimum, tu vois, aujourd'hui, je suis content, Paul Wasson est libéré. Ouais, complètement, exactement. C'est un truc tout con, mais... Une belle date aujourd'hui. Ça m'a mis la joie dans ma journée, quoi. Je me dis quand même, ce pauvre homme qui, en fait, il a rien fait de mal. Il défend des baleines, sans déconner. Ouais. Tu vois. C'est là, tu te dis, putain, où est-ce qu'on en est arrivé, quoi. C'est toujours des histoires de pognon, des politiques de pognon. C'est malheureux, hein. Ouais. Tant qu'on se serrera pas les coudes tous ensemble, peu importe d'où on vient et qui on est, on n'y arrivera pas, en fait. C'est ça qui est compliqué. Je suis complètement d'accord, ouais. Et ça, malheureusement, quand sera l'échéance, alors là, gros point d'interrogation, quoi. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais, mon père, il m'a toujours dit, hein, tu sais, tant que les gens ont à manger dans leur assiette, il se passera rien. Il se passera rien. Et ils le savent très bien, tous. C'est le nerf de la guerre. Par contre, demain, tu meurs de faim, mais ils font tout pour pas que tu meurs de faim.
Mais oui. voilà, tout est bien géré par rapport à tout ça, quoi. Ok Loïc, est-ce que tu as des moments marquants dans ton parcours musical? Vraiment, on va pas en énumérer une dizaine, mais est-ce que tu as un moment vraiment qui t'a marqué, que ça soit positif ou négatif, dans ta carrière? Le négatif, je peux pas dire. J'en ai jamais eu des moments négatifs dans ma carrière. Peut-être plus ou moins dur, parce que des fois t'es fatigué, c'est compliqué, il y a de la tension, tout ça, mais en tout cas positif, oui. Tu sais, le coup de téléphone que j'ai reçu pour me dire que je suis parti en tournée avec Didier Lockwood, alors que j'avais, je me souviens, je sais pas, 21 ans peut-être, en 80, je dis pas de bêtises, 89, donc j'avais 22 ans, tu vois. Et je me souviens, je jouais dans un club avec justement 2 musiciens qui avaient joué avec Didier Lockwood, Thierry Eliès et Jean-Marc Jaffé. Et ils parlaient au patron du club où on jouait, justement, des tournées avec Didier. Et moi, j'étais en arrière, comme ça, je les écoutais, et je me disais, oh là là, j'adorerais jouer avec Didier Lockwood. Et le lendemain, on m'appelle, on me dit, tu pars avec Didier Lockwood. Wow. Je dis, c'est incroyable. Donc ça fait partie des grands moments de joie de ma vie, de tournée. Évidemment, Claude Nougaro, parce que pour moi, c'est quelqu'un que j'avais connu plus jeune. Et là, j'ai eu l'occasion de lui monter une équipe et puis de partir avec une belle équipe pendant 5 ans, tu vois, 5 ans, ça. Ça a dû être quelque chose d'assez intense. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable parce que c'était une très belle leçon de musique de la part de gens comme Claude et comme Maurice Vander, si tu veux, qui nous ont vraiment épaulés, nous, les petits jeunes derrière, tu vois. Même si on avait un super bagage technique et tout ça, si tu veux, mais le bagage technique n'est pas un bagage musical, tu vois, tu peux avoir métier musical. Tu peux avoir toute la technique que tu veux, et derrière, il y a ça, être musicien, ça regroupe tellement de choses. Le rapport humain, la musicalité, c'est... Comme je disais au début, l'écoute. Ouais. Et un gars comme Maurice Vander nous a amené ça à nous, l'écoute, en disant, vous savez, le tempo, c'est pas ça, hein, c'est pas toujours tout droit comme ça, strict. L'interprétation, le mec qui chante en face, des fois il accélère, des fois il ralentit, il faut jouer avec lui dans l'intention, dans l'amour, dans la tristesse et tout ça. Et il nous a amené un truc de dingue. En fait. Donc on a, à partir de ce moment-là, on a pensé la musique différemment. L'émotion. Exactement. Mais on a tendance à oublier ça. On l'oublie dans les écoles parce que je peux comprendre très bien qu'un professeur dans une école a besoin d'apprendre une technique à un gamin qui démarre, tu vois, des rudiments, des choses comme ça. Bien sûr. Que le gamin ait ce bagage technique. Mais il y a un moment donné, il faudra arriver à trouver une classe d'émotion. Tiens, aujourd'hui, on a 1 heure de cours d'émotion. Tu vois, c'est un truc tout con. Je veux dire, l'émotion, ça commence par un gars qui commence à jouer un groupe. Si tu commences à bouger, à danser, ça y est, t'y es. C'est ça l'émotion. Exactement. C'est un truc qui marche tout seul, en fait. Et un batteur, il est là aussi pour montrer qu'il est là. Donc il y a un petit show à faire. C'est pas faire un pum-chak pour faire un pum-chak. Il faut le pum-chak, il faut le... Voilà. Et ça, c'est dur. Au début, c'est très dur. J'ai vu il y a pas longtemps Chris Coleman qui disait il faut être un peu imbu de sa personne quand on fait ce métier. C'est-à-dire d'abord se faire plaisir à soi, déjà. Et quand tu te fais plaisir à soi, ça ne veut pas dire avoir la grosse tête. Non, bien sûr. Mais quand tu te fais un peu plaisir à toi, déjà, tu fais plaisir aux gens parce que tu fais un truc où tu te sens bien. Et plus tu vas te sentir bien, plus tu vas dégager un truc. Exactement. Mais carrément. C'est pour ça, en fait. Carrément, Et c'est vrai, je me dis, mais c'est vrai, il y a tellement raison. Est-ce que tu peux nous parler, bien sûr, de tes influences principales qui t'a motivé dans le développement de ton jeu personnel? Alors, étant de Nice, les premiers qui m'ont vraiment, vraiment impressionné, c'était évidemment Jean-Paul et Dédé Tchekari, les 2 frangins. Même le père de Dédé jouait avec, et de Jean-Paul jouait avec mon père. Il y avait des clubs à Nice où de temps en temps ils faisaient des soirées et ils jouaient ensemble. Donc moi j'arrivais, je me piquais les baguettes. Quand je tapais sous le piano, je me mettais sous le piano, je tapais par terre sur la moquette. Et donc eux ils m'ont vraiment influencé, c'était incroyable. J'ai été influencé aussi au tout début par un batteur brésilien qu'on ne connaît pas beaucoup, qui s'appelle José Boto, qui jouait avec Tania Maria, il a joué avec Marcia Maria aussi, il a fait pas mal de choses en fait, il a joué évidemment dans tout le domaine de musique brésilienne. Il était très, très très longtemps sur Paris, puis il est reparti au Brésil. Là. Et puis après, j'ai écouté évidemment quand je me suis mis à faire de la variété avec mon père, beaucoup Manu Katché, Jeff Porcaro, Steve Gadd, évidemment. Et puis l'époque est arrivée, Weckl, Vinny, donc j'ai écouté aussi beaucoup ces deux-là, Erskine. Que j'avais vu au festival de Jazz à Nice avec Steps Ahead, j'avais pris une claque. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et puis ce qui était marrant, et puis évidemment, Stewart Copeland à la Police, parce que j'étais fan de Police. Oui, d'accord. Et ce qui était hallucinant, c'est que quand je suis arrivé à Paris en 88-89 et que je me retrouvais à faire des clubs avec des potes, et les mecs me disaient on va jouer un morceau des Stones. Je me disais
Les Beatles, j'avais jamais écouté de ma vie ni les Stones, ni les Beatles. Donc j'ai écouté depuis, évidemment. Oui. Je suis ultra fan de ces groupes-là. Mais je connaissais pas quand je suis arrivé à Paris. Pour moi, c'était le jazz, Police et le heavy metal, quoi. C'était. D'accord. À l'époque, j'écoutais AC/DC, Saxon, Iron Maiden. D'accord, ah ouais, ok. Voilà. Et puis quand je descendais dans ma cave, je jouais tous ces trucs-là, plus du Al Jarreau, plus du Gino Vanelli, plus Spyro Gyra, plus du Step Suede. Je jouais tous les styles, je m'éclatais, de la musique brésilienne, tout ça. Enfin, d'accord. Super fan, quoi. D'accord. Oui, donc ce qui fait. L'influence batteristique, c'est surtout ça, en fait. D'accord. Tous ces gens-là. Et plus tard, évidemment, j'ai aussi aimé Steve Jordan, Eb Laboriel Jr., tout ça. Ouais. Voilà, tu vois. Ouais. Et puis tous les nouveaux qui arrivent maintenant. Ouais. Comme Simon Phillips, je l'ai croisé il y a pas longtemps. Ouais. On a joué au Bikini au mois de mai Yes. à Toulouse. J'avais écouté à l'époque quand j'étais gamin avec Stanley Clark. Ouais. C'était génial. Ouais, c'est super. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Il y a des batteurs comme ça d'aujourd'hui qui te touchent musicalement parlant, où tu te dis ah ouais putain, il y a un batteur comme ça que tu connais qui devient national ou international. Hein. Il y a plein de gens que j'adore. J'écoute avec grand plaisir Nat Smith. Il y a plein de gens que ouais, Nat Smith. Ah ouais. Vraiment super. Tu vois, j'écoute vraiment ces mecs-là. Groove incroyable. Je l'écoute beaucoup. Il y a, comment il s'appelle, Larnell Lewis, que je trouve incroyable. Ouais. C'est vraiment un génie. Ouais. Benny Greb, évidemment. Super. Là, j'ai vu, quand je suis monté à la Back Show, j'ai fait un masterclass, puis j'ai assisté à la démo de Chris Coleman, incroyable. C'est une claque, lui. Tu te dis, mais. Un martien, quoi. Ah ouais, c'est. Ouais. Dans les jeunes, par exemple, là, quand j'ai fait le Bikini avec Simon au mois de mai, là, il y avait deux jeunes Toulousains, Nathan Madiba, qui joue terrible, qui était interviewé, il me semble. Ouais. Et Fabien Tournier, qui est un pote aussi, et qui joue terrible. Parce qu'en plus, tu le vois jouer des fois, on fait des soirées ou des trucs, tu vois, il joue la variette, des choses comme ça, mais là, tu le vois jouer un truc, sa musique. Ouais. Quand même, le gars, il en a sous le plancher, quand même, c'est incroyable. Super mec. Mais il y en a plein. Ouais, il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de très bons batteurs. En fait, j'aime écouter les batteurs, j'aime écouter les batteurs. Là, je suis fan d'un chanteur, je crois qu'il est norvégien, qui s'appelle Ole Borud. Je connais pas. Ah, tu connais pas. Alors, c'est un mec qui est un guitariste-chanteur qui chante terrible, qui joue terrible la guitare, évidemment. Et qui, c'est ma femme qui me l'a fait découvrir, il est fan de musique californienne. D'accord. Toute la vieille musique californienne, des trucs comme Pages, tous ces trucs-là, tu vois, Steely Dan. Ah ouais, excellent. D'accord. Et donc, il a monté un groupe, et je sais plus comment s'appelle le batteur du groupe, mais il joue terrible. Et en plus, c'est lui qui fait toute la réal des albums de Ole Borud. D'accord. Comment t'écris ça? Ole Borud, O-L-E, plus loin B-O-R-U-D. D'accord, je vais aller checker. Il a fait 5 albums, on peut tous les écouter, c'est vraiment super. Je vais le noter direct. Et le bassiste qui s'appelle Lars-Erik Dahl. Et on est resté en contact avec Lars-Erik parce qu'en fait, un jour avec ma femme, on aime tellement ce groupe, on s'est dit tiens, il passe à Copenhague, bah, allez, on y va. Donc, on s'est pris un billet d'avion, on est passé un week-end à Copenhague. Ah ouais, excellent. On lui a envoyé un message, il nous a répondu, on a fait une photo avec lui, c'était trop sympa, on a bu 2-3 bières et puis voilà, c'était cool. Et puis Lars-Erik, quand il est venu avec Olé jouer à Lyon l'année dernière, au mois de juin, là. Enfin, pas l'année dernière, cette année. Ouais. Et malheureusement, on était en tournée, ma femme et moi, donc on n'a pas pu aller les voir, mais on serait allé les voir volontiers. C'est vraiment une super équipe. Et puis, il y a des très bons mecs qui sortent dans les pays norvégiens, suédois, tout ça. C'est vraiment super. Donc, j'écoute plein de choses aujourd'hui. Voilà, je m'inspire de plein de personnes, pas que des batteurs, des musiciens aussi. Ouais, dans l'ensemble. D'accord, ok. Et t'as des enfants, Loïc? Oui, j'ai 2 grandes filles et un garçon. Et musique ou pas musique? Pas du tout. Ah, c'est incroyable. Moi, c'est pareil. C'est pareil. Branché cinéma, théâtre et tout ça, ma très grande. Ma moyenne, elle est en ce moment dans les fins d'année master de droit en médecine. D'accord. Et puis, parallèlement à ça, elle chante. Donc là, elle a bossé avec le fils de Jean-Yves D'Angelo. Elle a composé 4-5 chansons et il les a réalisées. Elle en a sorti une là sur Instagram. D'accord. Voilà, elle s'appelle Juliette Pontieux. Ok. Et donc elle a sorti son petit single toute seule parce qu'elle n'a pas de maison de disque. Ah, donc elle a un petit. Juste histoire de faire connaître. Elle est un petit peu dans l'univers quand même. Elle aime la musique, ouais, elle aime ça. Mais en fait, tous mes enfants adorent la musique aussi, mais ils en font pas, quoi. Ouais. Mon fils, lui, il était branché au hockey sur glace, maintenant il est plus basket. D'accord.
Et lui, il est plus branché sport, en fait. D'accord. Ok. Où est-ce que tu trouves ton énergie quand tu es derrière ton instrument? Est-ce que tu as vraiment une hygiène de vie bien définie? Alors, je prends pas de drogue du tout. Ça, c'est fait. Ah, ça, c'est fait. Mais après, j'ai rien contre. Hein. Je côtoie des gens qui comprennent. Bah oui. Même des chanteurs, si tu veux. Ouais. Donc, j'en connais. Mais je prends pas de drogue. Non. Je fais attention. Et je fais d'autant plus attention maintenant avec l'âge. Parce que c'est vrai que quand tu as 30 balais, c'est plus facile que quand tu as 57. Bien sûr. Donc, je me préserve. J'essaye de dormir correctement. J'essaye déjà, par exemple, un truc tout con, de pas m'endormir à l'hôtel avec la télé allumée. Déjà. Ouais. J'éteins, je me mets dans le calme, je m'endors. Une douche avant de se coucher, ça fait toujours du bien parce que ça te repose, ça relâche un peu les énergies. Ouais. Je bois pas pendant les concerts. Ah, tu bois pas pendant les concerts? Enfin, je bois de l'eau. Ah oui, oui, d'accord. Ok. Il y en a qui aiment bien boire des bières avant d'aller sur scène. Moi, je bois pas. Je bois de la flotte. J'essaie de manger très peu avant le concert, et parce que ça me coupe l'énergie. En fait, c'est vrai que la pleine digestion, donc t'es un peu lourd quand tu joues. Ouais. Et puis là, depuis quelques temps, alors là, comme je suis blessé, je fais plus de sport, mais sinon, je me suis inscrit dans une salle quand je suis en tournée, je vais faire du sport. Ouais. Je marche beaucoup. Okay. Et j'essaie de manger léger, en fait. Voilà. Bon, évidemment, il y a toujours des entorses à cette façon de vivre. Bien sûr, comme tout le monde. Complètement bourré, mais c'est comme ça. Heureusement. Avec modération. Oui, non, mais comme je te dis, avec ma femme, on adore boire des coups, on adore manger. Donc, quand je suis en tournée, des fois qu'elle me rejoint, bah là, je vais pas me coucher après le concert. Bien sûr. On se met au bar, on boit du bon vin et on rigole. Et si on peut manger même une douzaine d'huîtres, on se gêne pas. Ah, excellent. Bah oui, la vraie vie, quoi. Ouais, la vie en même temps. Exactement. Mais ça devient plus la vie quand tu fais ça tous les soirs et tous les midis. Ouais. Moi, j'ai des potes autour de moi qui sont rentrés dans le truc de l'alcool, où tu les vois, à midi, ils attaquent, quoi. Et l'après-midi, ils boivent encore, et avant de monter sur scène, ils boivent, et après le concert, ils boivent, et puis ils se couchent à 3 du mat, ils boivent toujours, tu fais... Ouais. C'est chaud. Combien de temps ils vont tenir? Ouais, c'est sûr. Ouais. Je leur souhaite le plus longtemps possible. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas anodin, c'est sûr. Non, c'est pas ma philosophie. Mon père faisait ça. Mon père, c'était un alcoolique. Hein. Moi, je bossais avec lui en piano-bar. D'accord. Il faisait que du piano-bar, mais c'était chaud parce que, bah, évidemment, à un moment donné, tu lâches prise de tout ce que tu maîtrises. Bah, tu le maîtrises plus quand tu commences à être un peu bourré. Eh ben ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Il arrivait quand même à gérer ce qu'il avait. Ouais, c'est compliqué, c'est sûr. Il gérait plus, mais il faisait ça tous les soirs. Donc, quand tu bosses tous les soirs dans un piano-bar, tu bois 1 litre de GB par soir et que tu fumes 3 paquets de gauloises tous les soirs, et à un moment donné, tu gères différemment. Tu vois, c'est une autre optique. Tu gères différemment. Bien sûr. C'est-à-dire que les gens sont là, t'apprécies. De toute façon, les gens qui sont là, ils boivent des coups aussi, donc ils sont plus non plus à jeun. Tu vois ce que je veux dire, mais quand même, tu es dans un monde parallèle, j'ai envie de dire. Ouais, je comprends. Quand tu maîtrises vraiment ton truc, c'est pour ça que moi, quand je fais des tournées, j'ai besoin d'être hyper sobre et hyper efficace. Ça m'est arrivé une fois de monter sur scène avec une artiste, avec Véronique Sanson, complètement bourrée. Et ça m'a perturbé longtemps, en fait. Ah ouais. Ça m'a gêné parce que c'était pas dans mon habitude. Et c'était un truc con, c'était le soir de mon anniversaire, et puis on a bu des coups, et on jouait tard, on jouait à 10h, 11h du soir. Et j'ai pas vu le truc passer au manger, et j'avais un peu qui arrêtait pas de me servir. Et quand on nous a dit, allez, on y va dans 5 minutes, je me suis levé, je suis tombé par terre, je dis, bon, ça y est, je tiens plus debout, alors là, c'est une catastrophe, je savais plus quoi faire, quoi. Et c'est la seule et unique fois où ça m'est arrivé. Et elle, ça l'a fait rire. Elle m'a dit, enfin, pour une fois, je te vois un peu humain. Et t'as réussi à enchaîner? Bah, j'ai joué évidemment moins de breaks que d'habitude. J'ai fait plus du tempo, mais je me suis accroché, quoi. Et c'était une souffrance. Waouh, ah ouais, oui, ça a pas dû. Souffrance, et c'est resté une frayeur pour moi après. J'ai eu peur de ce truc-là, en fait, après. D'accord. Si on me proposait un verre de vin avant de monter sur scène. Ouais, c'était. On peut dire que ça t'a servi de leçon, quoi, on va dire. Exactement. La plus belle leçon de ma vie. Ouais, ça, tu vois. Je dis, bon, c'est pas pour moi, en fait. Ah, ok. J'adore boire des coups, j'adore faire la fête, mais il y a un moment donné, le travail, c'est le travail. La musique, comme je disais tout à l'heure, je la respecte tellement que j'ai besoin que ce soit fait correctement. Avec amour et tout ça. Tu vois. En plus, je suis un chien de tempo, de précision, au millimètre. Un vrai perfectionniste. Ouais. Et on m'appelle Loïc Pointilleux. Excellent, excellent celle-là. Non, mais c'est vrai. Ah oui.
Ça te va très très bien, ouais, carrément. Écoute, Mais après, ça se ressent. Je veux dire, ça se ressent, ça se voit quand on te voit jouer. On se dit, mais à quel moment il va y avoir un truc, tu vois, qui... Non, il n'y a rien qui part à côté, quoi. Tout est placé, tout est calé, tout est... Voilà. Moi, je vais te faire un truc. Ah putain, merde, j'ai foiré. Bah, je reprends, tu vois. Bon, voilà. Les choses. Parce que je suis malin, c'est parce que je le cache bien, en fait. Il y a plein de trucs qui foirent tout le temps. Un vrai magicien, en plus. On m'a dit une fois, quand tu fais un pain, et bah, tu le refais 3-4 fois, on croit que c'est une improvisation. Excellent, je vais retenir ça. Merci Loïc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives encore à travailler ton instrument avec le train de vie que tu as? Alors, c'est une très 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 mauvaise question. Parce que je n'ai jamais travaillé mon instrument. Non, tu peux pas nous dire ça. Je le dis ouvertement, je n'ai jamais travaillé mon instrument, mais je l'ai joué excessivement beaucoup à m'en faire saigner les mains et tout ça. J'ai beaucoup joué. D'accord. Donc mon travail, c'était vraiment dans la musique. Me suis jamais posé avec ma casquette, travailler mes paradiddles, mes moulins, mes frisés. Wow. Donc toujours au-dessus de la musique, tu joues au-dessus de la musique, tu as appris comme ça. Oui. Wow. Oui. C'est-à-dire que même quand j'étais au conservatoire, les cours qu'on me donnait à bosser, je les bossais 5 minutes avant de partir au conservatoire. Le reste de la semaine, je jouais de la musique. Je mettais ACDC, Al Jarreau, Gino Vanelli, je jouais tous des trucs compliqués, je m'éclatais. Et puis 5 minutes avant de partir au conservatoire, je me dis putain, j'ai rien bossé cette semaine, il faut que je bosse. Donc je ouvrais le cahier, je bossais mes... C'est une vraie leçon, ça. C'est pourri par mon prof. Voilà. Ça, c'est une... Ouais. C'est une vraie leçon, ça, par contre, là, ce que tu dis, parce que ça montre bien qu'on n'est pas obligé de lire comme un demeuré en permanence pour faire des choses fantastiques. Non, voilà. Et puis aujourd'hui, je vais avoir, dans ma nouvelle maison, pour la première fois, mon endroit pour travailler. D'accord. Mais ça va pas être un endroit où je vais travailler la technique de mon instrument. Ça va être un endroit où je vais créer des choses avec ma femme, avec d'autres musiciens, avec moi tout seul. Ouais. Voilà. J'ai plein de musique, j'ai plein de trucs que j'ai envie que les gens découvrent. Donc je vais composer, monter des groupes, faire des choses. Voilà, j'ai envie de faire des trucs. Et ça m'éclate en fait. Super projet, ça. Ouais. Ah ouais. Génial. Donc, ok. Je vais enfin avoir un endroit pour travailler. Vous savez, il a jamais bossé l'instrument. Il a osé le dire. Je l'ai bossé en jouant, quoi. Oui, non mais oui. Ouais. J'ai toujours été très curieux. Tu vois, il y a quelques années en arrière, j'étais prof au Conservatoire de Paris. C'est CNR de musique actuelle, pôle musique actuelle. Et CRR, que je dis CNR, CRR. Ouais. Et en fait, un jour, j'ai un élève, il me posait la question, il me dit ouais, j'aimerais bien faire du jazz rock, de la fusion, tout ça. Mais j'ai dit alors ok, est-ce que tu connais des groupes, est-ce que tu connais Sixel? Il me disait non, je connais pas. Je dis est-ce que tu connais Ultramarine? Non, je connais pas. Bon, ok, d'accord. Alors on va aller peut-être. Est-ce que tu connais Chick Corea, Electric Band par exemple? Il me dit non, je connais pas. Ça va être compliqué de faire de la musique fusion si tu connais pas un minimum de cette musique. De référence, ouais. Il y a quand même même Starkey Puppy, ils connaissaient pas. Je dis, ah oui. Aujourd'hui, c'est le groupe actuel de fusion. Enfin, ah oui. Je dis, alors il faut pas que tu fasses de la fusion, il faut que tu fasses autre chose. Parce que la musique, c'est la culture. S'il y a quelque chose que tu as envie de faire, il faut que tu t'y intéresses déjà. C'est la première règle. Donc si tu n'écoutes pas cette musique, tu peux pas t'y intéresser. Mais oui. Tu peux pas la comprendre et tu peux encore moins la jouer en fait. Carrément. Il y a des codes dans chaque musique et ces codes-là, pas tous les profs peuvent te les apprendre dans les écoles. Ouais. Mais ton vrai travail à toi, c'est d'aller les chercher, d'aller écouter. Moi, j'ai écouté Electric Band, j'ai écouté Starkey Puppy, j'ai écouté Dirty Loose. Ouais. Ah ouais, excellent. Et quand tu regardes les trucs de Dirty Loose, tu te dis que le mec qui joue à la batterie, hormis tous les breaks qu'il envoie, qui sont monstrueux, les grooves, ça reste des grooves assez simples. En fait. Ouais, tout à fait. Bizarrement. Mais ça matche bien avec le reste de la musique qui est très travaillé. Très musical. C'est fait pour ça, en fait, c'est flatteur. Mais voilà, donc tu écoutes ce Chick Corea Electric Band à l'époque, avec tout le Wake Up, avec tous les trucs électroniques, c'était incroyable. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai écouté tout ça, j'en ai bouffé. Je suis allé voir des concerts, je suis allé voir les mecs jouer. Il y a pas longtemps, il y avait Buddy Drum Shop à Toulouse qui me dit j'organise un stage avec Chris Coleman. J'ai dit je m'inscris. Il me dit mais tu vas pas t'inscrire. Si. Moi je veux être là avec lui, je veux lui poser des questions, je veux le voir, je veux qu'il me parle, je veux qu'il m'explique son énergie, comment il fait, pourquoi, le travail, la précision. Je dis ça me nourrit.
J'ai besoin d'être nourri, en fait. D'accord. Et donc, c'est pour ça que j'adore la musique. Et tu verras, ma femme, elle me connaît par cœur maintenant, parce que quand on va, par exemple, voir un film au cinéma, je pars pas tant que j'ai pas vu les musiciens qui jouent dans la VO. Ah, excellent. Je regarde les compositeurs, les musiciens, qui fait quoi, pourquoi, comment. J'adore ça, en fait. Ouais. Il n'y a pas de mystère. Tu vois, et ça fait partie du travail. Quand on dit qu'il faut travailler ton instrument pour réussir, mais c'est pas que se mettre dans une cave et travailler comme un acharné toute la journée, sans musique, sans rien, tout seul, dans la tristesse, tu vois, c'est pas ça. Ouais, je te rejoins. C'est pas ça le travail. Le travail, c'est des choses qui te font vibrer, et c'est des choses, même si c'est difficile, mais que ça te plaît, tu arriveras à les faire. Et si tu t'y intéresses vraiment, tu peux y arriver. Ah ouais. Il faut s'investir, comme tu dis, ouais. C'est, voilà. Paco Seri avait une phrase géniale dans un masterclass. Il y a un gamin qui lui a dit: comment vous faites pour jouer de la grosse caisse comme une double pédale, mais avec une seule pédale? Et sa réponse, ça a été: bah, si tu veux, tu peux. Parce que pour lui, si tu veux, c'est presque animal. Ça part sur l'instinct, ça rentre dans l'énergie. Et donc, il envoie ce truc-là. Et tu dis: c'est impressionnant. Ouais. Et parce que c'est une volonté, si tu veux. En fait, quand tu fais de la musique, il faut être un guerrier. Il ne faut rien laisser traîner. Il ne faut pas de faiblesse, jamais. Mais toujours dans le plaisir et dans la joie. Ouais. Mais il faut être hyper concentré. Enfin, c'est ma façon de voir la musique. Moi, j'aime bien être hyper... presque méchant, alors que je ne le suis pas. Mais en même temps, tu es méchant parce que tu veux que ce soit sérieux, mais tu es généreux parce que c'est de l'amour que tu donnes, en fait. Donc, il y a une balance à trouver entre les deux. Et du coup, il faut jamais débander, quoi. Et du coup, tout ça, ça demande beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui sont débutants ou intermédiaires ou avancés au niveau batterie, qui ont cette soif, qui ont cette volonté de y aller, de bosser, de faire tout ça, mais qui n'ont pas forcément le temps? Comment on peut s'y prendre? La première chose, c'est d'abord prendre du plaisir. Ça veut dire que quand tu veux travailler quelque chose, travaille des choses qui te font plaisir. Je vais te donner des exemples à la con, mais imaginons que tu as envie de jouer, qu'est-ce que je pourrais dire, un titre de police, par exemple, Stewart Copeland. Parce que Stewart Copeland, il a des patterns de batterie qui sont un peu complexes. Grave. Qui sont pop rock, voire rock, mais un peu complexes, avec des trucs un peu décalés, des grosses caisses qui se jouent longtemps. Des petits charlets, des petits vibes sur le charlet. Voilà. Alors imagine que tu as envie de jouer un truc comme ça, mais qui soit compliqué. Je n'ai pas de titre à donner, mais ton but, c'est d'arriver à faire un truc comme ça. Donc si tu n'as pas beaucoup de temps, au lieu de te prendre la tête sur un morceau que tu aimerais jouer, mais que tu n'y arrives pas tout de suite, prends-toi un truc d'ACDC, tu joues Back in Black ou Highway to Hell, où tu vas kiffer de la même manière du rock, et ça sera beaucoup plus simple. Mais au moins tu kiffes. Au moins tu te mets. Le principal, c'est de te mettre sur l'instrument et jouer quelque chose. Et même, j'ai envie de te dire, te prendre pour un autre. Ne te prends pas pour toi, prends-toi pour un autre. Prends-toi pour Phil Rudd, qui joue à Highway to Hell, et imite-le, mime-le, frappe comme lui, essaye d'avoir le même son que lui, pas forcément en réglant ton instrument, mais juste dans ta tête. Toi, tes propres rêves. Et puis, ça va te débloquer sur pas mal de choses. Après, de Highway to Hell, tu vas passer à un truc peut-être un peu plus compliqué, je dis n'importe quoi, mais un truc de U2, par exemple. Et puis, tu vas bifurquer à un moment donné, puis tu vas te retrouver à jouer des trucs de police naturellement. En fait, tes progrès vont se faire naturellement. Il ne faut jamais vouloir faire les choses difficiles tout de suite, surtout quand tu n'as pas le temps. L'autre jour, on m'a posé la question dans une interview, on m'a dit: tu fais quoi pour t'échauffer? J'ai dit: mais je fais des moulins, du frisé, des roulements, des fois un quart d'heure avant de monter sur scène, mais surtout pas vite. Parce que je suis comme une vieille Mercedes aujourd'hui, tu sais, il faut la faire chauffer. Et moi, c'est pareil, il faut que je me chauffe tranquillement, je vais tout doucement. C'est juste de faire mes mouvements, me décontracter mes poignets, mes muscles. Et puis après, je commence à aller un peu plus vite au bout de 10 minutes. Et puis après, je suis chaud. Une fois que je suis chaud, c'est bon. Je pose des baguettes, puis je peux monter sur scène. Et j'ai pas de soucis. Donc, si tu veux, quand t'as pas le temps, va dans ta cave, fais-toi plaisir. Plutôt que de te faire du mal. Voilà, ça, c'est la règle. Génial. Ok. Et puis un jour, tu vas arriver à jouer ces morceaux difficiles et tu te feras de la même façon plaisir. Parce que tu y arriveras, c'est tout. Excellent. Super. Et un jour, il y aura un batteur qui deviendra quelqu'un et on lui posera la question: mais comment t'as fait pour en arriver là? Il dira: j'ai regardé une interview de Luc Monthieu sur la chaîne Batteur Session et de là, je suis devenu voilà. Mais je le souhaite. Je le souhaite. Mais c'est des conseils. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un métier d'amour, de partage. Donc tu peux pas te faire du mal en faisant ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas.
Je vois trop de gens qui passent leur vie à bosser leur technique enfermés et qui sortent de là, ils sont aigris. Parce que. Ils n'ont pas réussi ou. Voilà, ils réussissent pas et puis ils font que de la technique. Donc ça fait chier les chanteurs, ça fait chier les. Je ne veux pas citer de nom, mais j'en connais qui se sont fait, tu vois, remettre en place parce qu'ils se disent, mais là, joue-moi un truc droit, arrête de faire tes breaks parce que c'est fatigant. Ouais. Et en fait, comment on peut expliquer ça, c'est avant de travailler que de la technique et à un moment donné, tu penses que technique. Ouais. Et l'essentiel de la musique. C'est ça. Qui est le partage, l'amour et la simplicité. Parce que la musique, c'est simple. Les gens me disent, ouais, quand tu fais la nouvelle star ou The Voice, c'est compliqué. Je dis, non, c'est pas compliqué. Si tu regardes mes partitions, c'est rare quand je joue des doubles croches. Alors, encore moins des triples, quoi. J'en joue jamais, quoi. Ah, peut-être que moi, je vais passer un plan à la triple dedans parce que ça me fait plaisir quand je vais faire un break. Ouais. Mais à la base, tout est écrit et c'est des croches, des doubles croches et des noirs. Ça s'arrête là. Ouais. C'est du tempo. On accompagne un chanteur, donc on doit être au service du chanteur. Donc, le truc complexe dans une émission de télé, c'est quand on te dit 3, 2, 1, c'est parti. Là, tu n'as pas le droit de planter parce que c'est une chanson qui dure 2030. Il faut que tu mettes le boulet pour faire une émission de cet acabit. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, ouais, complètement. Mais sinon, ce qu'il y a à jouer, c'est pas compliqué. Donc, privilégier, et c'est de ce que je comprends, et moi, c'est ce que j'essaye aussi de développer, privilégier la musicalité à la technique. Exactement. Le plaisir et surtout, je dirais, aux jeunes batteurs en herbe, s'instruire, aller écouter plein de styles de musique. Ouais. Voilà. Ok. Se cultiver. Parce que plus tu as de culture, plus tu as les oreilles. Ouais. Et puis plus, en effet, tu t'es amené à développer de belles choses, c'est sûr. Exactement. D'accord. Exactement. Merci Loïc, super. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton kit de batterie actuel? Alors, là, j'ai un double kit actuellement. La tournée que je viens de finir avec Boel, je suis sponsorisé par Ludwig. Yes. Et Paste et au niveau des pots. Les pots de je sais pas. Chez Hits. Yes. Salut Pierre. Ouais, d'ailleurs, des super pots d'ailleurs. Ah oui. Bah là, je viens justement de passer aussi chez Hits. Donc je suis en relation aussi avec Pierre et c'est juste. Franchement, c'est terrible parce que c'est incroyable. Vraiment solide, ça sonne. C'est séduisant de taper sur les fûts. Ouais, exactement. Moi, j'ai redécouvert mes tomes. Et on en revient au côté humain. C'est hyper intéressant le concept qu'a Pierre par rapport à ça, parce qu'il a vraiment tout étudié, chaque réglage de chaque batteur et chaque musique. Et quand tu vas le voir, ou quand tu l'appelles, ou quand tu lui poses la question, il te dit exactement ce qu'il faut que tu mettes dessus. Il n'y a pas longtemps, il m'a conseillé une peau de résonance pour un tom basse de 16. Il m'a dit, tu auras une espèce de truc hyper fat, mais pas résonnant, tu vois. Je dis, ouais, c'est ce que je veux. Il me dit, il faut que tu mettes ça. Et là, je l'ai monté, et c'était exactement ce que je voulais. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est un génie. C'est incroyable. C'est un génie. Oui, c'est ça. Et donc, il est tout le temps en train de bosser là-dessus, à la recherche du son, même de créer des nouvelles peaux. Il n'arrête pas, en fait. Et c'est génial. Et je le souhaite parce qu'à un moment donné, il voulait que ce soit des peaux fabriquées en France. Oui. Et pour le moment, c'est très difficile parce que les machines coûtent très cher. Et qu'il n'y en a pas en France, il n'y en a plus. Il en avait trouvé mais un vieux monsieur qui faisait des peaux de tambour avait jeté à la casse parce qu'elle était foutue, la machine. Donc, il n'a pas pu la récupérer. Et c'est vrai que, voilà. Alors, ça viendra au vu de sa détermination. Après, pour ceux qui nous regardent par rapport aux pots Hits, il y a une vidéo moi que je vais sortir d'ici la semaine prochaine justement pour parler de Hits et des pots Hits. Mais le cahier des charges est made in France. Donc même si c'est fabriqué il y a un cahier des charges. Vous trouverez, c'est pas les marques américaines vues et revues qu'on connaît tous plus ou moins. Alors après ma batterie sur scène, donc c'est une Ludwig Keystone qui n'existe plus. D'accord. Parce qu'ils ont la fabriquée, ils l'ont remplacée par la Hawk. Comme je disais tout à l'heure, j'ai une double batterie. J'ai 10, 12, 14, 16, 20 en batterie principale acoustique. Ok. Avec un rack. J'ai une caisse claire fabriquée par la Hit, que j'appelle la caisse claire tom bass. En fait, c'est un tom bass avec un timbre. Ah ouais. Ça m'est venu quand j'ai eu cette idée quand j'ai vu Larnell Lewis jouer avec une caisse claire avec le timbre un peu profonde et avec une peau Evans bleue dessus. Ouais. Il avait mis ça en premier tom bass au lieu d'un tom bass de 14. Il avait mis ça. Je me suis dit, moi, j'aimerais bien avoir la même chose, encore plus profonde. Donc, j'ai demandé à la liste, j'ai dit, fais-moi un tom bass avec un timbre. Donc, il m'en a fait 2, j'en ai acheté 2. Ouais, le délire. Donc là, j'ai ma caisse claire tom bass
Et puis, j'ai une grosse caisse de 22 à gauche avec une autre caisse claire avec, je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de napperon qu'on voit là, tu sais, qui a tenu, il y a une espèce de muffle en feutrine avec un truc quadrillé noir et blanc là. On dirait une nappe pour aller faire du pique. Oui, c'est Oui, si, je l'ai. Attends, bouge pas 2 secondes. Attends. Envoyé par Buddy Drum Shop, justement. C'est pas ces trucs-là, là? Exactement. Exactement. C'est ça. C'est Ouais, ça. J'ai ça sur ma caissière à gauche et j'ai 2 pads de Roland en guise de tome. Donc ma batterie à gauche, c'est vraiment un truc un peu hybride, c'est-à-dire que j'ai caisse claire avec ce truc-là dessus. J'ai une grosse caisse de 22 avec un capteur dessus où je déclenche des sons électro aussi. D'accord. Et j'ai 2 tomes Roland électroniques et ma caisse claire tome basse qui sert de tome basse quand je la joue sur cette batterie en tome basse. Ok. Quand je joue sur une batterie, je la joue en deuxième caisse claire grave. D'accord. Avec un Charlet aussi, j'ai un Charlet et puis entre les 2 kits, j'ai un SPD SX Pro, le dernier modèle là. D'accord. Ouais, t'as un panel de sonorité incroyable, quoi. Exactement. Et Wow. j'ai sur ma batterie principale, j'ai une double pédale grosse caisse qui part sur le côté avec un KD7 Roland pour déclencher des sons aussi électro en plus si j'ai besoin. D'accord. Voilà. Et ouais. Au parc de cymbales Paste Ok. avec beaucoup de masters parce que c'est vraiment le modèle que j'adore. D'accord. Et puis j'ai mélangé un peu des sons. Je me suis fait, j'ai comme Space, si tu veux, je les aime beaucoup, puis ils m'aiment beaucoup aussi. Des fois, je leur demande des trucs qui n'existent pas au catalogue. Et je sais qu'ils font une PHX, tu sais, la cymbale à trous. Ouais. La PSTX, pardon. Je dis la PHX. Ouais, c'est un peu comme ce style-là, mais parce que moi je joue sur Sabian. C'est un peu ce genre de cymbale-là. Non. Exactement. Ouais, c'est ça. Ok. Eux, ils la font dans la même couleur que ça, mais et moi, je leur dis, je la veux, mais bleue. D'accord. Comme ils ont toute une série de couleurs, tu sais, ils ont noir, rouge. Ah ouais, c'est violet, génial ça. Ouais. Bleu. Donc je dis, ouais, je veux la PSTX comme ça, mais en crash, mais en bleu. Donc ils m'en ont fait une. Et puis ils m'ont fait une splash en 12 et une splash en 10. Et la 10, je l'ai montée avec une autre splash de 10 en Charlet. D'accord. C'est vraiment un tout petit Charlet, ouais. Et, Ouais, comme une espèce de petit Stax, non? Un peu. Non? Ouais, mais ça fait pas de Stax en fait. Ça fait vraiment Charlet, mais tout petit en fait. D'accord. À la Benny, quoi. À la Benny, un peu. Il y a Benny Greb qu'on a un comme ça. Tout petit. Exactement. J'ai regardé ce que il me faisait de l'œil. Alors, une fois, parce que moi j'aime bien aussi jouer sur ce genre de cymbales. J'ai vu le prix, j'ai fait bon. Hey, je te jure, ah ouais, c'est un plus de 500 € le Charlet il fait 8 pouces quoi. Hein. 6 ou 8 pouces. Ouais, c'est ça. Non, je crois que c'est 8. 8 Benny, ouais. Ouais, j'ai fait, ouais. Ah, il est beau, hein, il est beau. En 2 splash, ça marche pareil. Hein. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Parce qu'à la base, c'est ce que font les mecs, si tu veux. Bon, alors moi, une fois, par exemple, j'avais vu Steve Jordan, il jouait des Charlets de 17 pouces. En fait, c'était des 2 crashs. Donc j'avais appelé Page, j'ai dit, non, moi, je veux la même Charlet que Steve Jordan. Ils m'ont dit, mais Steve, il joue des crashs. Je dis, ok. Je dis, bah alors, il me dit, mais t'aimes bien quoi comme Charlet? Donc à l'époque, je sais plus quel modèle j'avais donné, et ils me l'ont fait sur mesure, ils m'ont fait un 17 pouces. Ouais, c'est dingue, ouais. Bon, après, il marque prototype parce que c'est pas un modèle qu'ils vendent, si tu veux, dans le commerce. Mais donc, j'ai eu la chance de pouvoir tester justement des cymbales avec PS. C'est ça qui est génial avec eux. Ouais. Là, on en a pour parler, pour que je retourne visiter l'usine avec Frank Aswoods, justement, importateur Paste français, qui est en fait le directeur de Geva, tu sais. Ouais. Et il m'a dit, il faut qu'on aille voir Paste, tout ça. Je dis, ok, avec grand plaisir. Donc, voilà, on est peut-être même en pourparler, mais c'est pas sûr encore. Peut-être d'essayer de créer une cymbale, mais j'aime tellement la série Masters que j'aimerais bien, si je trouvais une idée là-dedans. Ça serait fou. Ils ont déjà tout, si tu veux, donc c'est compliqué de créer un truc nouveau. Mais... Ouais, mais quelque chose qui te ressemble et avoir ta signature, je pense que ouais, ça pourrait intéresser pas mal de monde. Ouais. Mais ce que les gens ne savent pas, par exemple, dans la série Masters, c'est qu'avant qu'ils la sortent, quand ils étaient en pleine création, ils m'ont fait venir en Suisse pour la tester. Tu vois, je me souviens, il y avait le patron là-bas, qui était là, il avait installé toutes les crashs de 20 à 14 ou 13, je sais plus, l'une après les autres, et il disait, sur chaque cymbale, quand tu tapes, tu me dis ce que tu ressens. Ce qui te plaît pas, tatati, tatata. Et il y avait deux gars, qui notaient tout. Ouais. Ils disaient, tiens, ça là, c'est super. Ah ouais, là, c'est la même correspondance en plus aiguë, parce qu'on descend de gamme, enfin, pas de gamme, mais de taille. Ouais. Puis à un moment donné, ah, celle-là, elle sonne comme un morceau de tôle, quoi. Elle a aucune référence avec les autres. Ils notaient. Ok. Et après, quand tu vas visiter l'usine, c'est passionnant parce que chaque partie de la fabrication, ils ont ce qu'ils appellent eux un clown master. C'est une cymbale
qui fait partie de cette partie de la fabrication. C'est-à-dire que d'abord, il l'écrase dans une espèce de cloche qui font la forme. Ouais. Après, la cymbale elle part au martelage. Donc là, le mec, il dit, je vais faire une crash. Il a un bout de tôle, une cymbale en tôle, vilaine. Ouais. Pas du tout doré, rien. Et puis, il va commencer à marteler. Et puis, il va tester avec son modèle qui va devenir une crash au final. Mais son modèle qui est un clamp master, il va à chaque fois tester le son. Et il va faire la même sonorité sur cette cymbale-là. D'accord. Après ça va à un autre processus, je sais plus lequel. Ciselage, pareil, le mec du ciselage, quand il va passer l'espèce de couteau pour enlever de la limaille, tu vois, il a le clamp master à côté, il teste à chaque fois la cymbale pour avoir exactement le même son. Ah, c'est dingue. Et en fait, ce qui est magique chez Paste, et je suis désolé pour les autres marques, que j'aime aussi beaucoup, parce que j'ai d'autres cymbales des autres marques, j'aime bien le matos, donc je teste des trucs aussi, si tu veux, mais ils ont la précision suisse, Paste, c'est un truc de fou. Parce que moi, j'ai fait très longtemps, j'ai été chez Sabian, tu vois, et puis après j'ai arrêté, je suis parti chez Paste. Et quand je suis arrivé chez Paste, j'ai dit au gars, il m'amène au showroom, il y avait plein de cymbales, tous les modèles, toutes les séries, tout ça. Et il y avait 2 batteries, donc je m'installe, je me mets un kit, je prends les cymbales, je joue les trucs, oh non, ça me plaît pas trop, je change tout ça. Puis à la fin, je dis voilà, ça c'est mon kit. D'accord. Il me dit ok, et il me dit bon je vais les chercher. Je fais non, je fais t'as pas compris. Je dis ça c'est mon kit, je pars avec celui-là. Donc il a rigolé, il m'a dit oui toi alors donc c'était chez qui avant? Il m'a dit je dis chez Sabian. Il me dit oui quand tu essayais cymbales par exemple, une crash de 20, tu en essayais 4 et il n'y en avait aucune qui sonnait pareil. Il me dit je dis ouais c'est ça. Il dit alors il me dit viens je vais te montrer. Donc il m'a amené dans l'usine puis il m'a dit alors là je vais te montrer les traditionnelles, celles qui sont vraiment faites à la main, uniquement à la main, pas de machine. Et il me dit c'est là où on a le plus de différence entre les cymbales. Donc il me sort 4 rides, les mêmes. Ouais. Il me dit, et là je joue, je dis mais elles ont toutes le même son. Il me dit ouais. On est suisse, il me dit. Ah ouais. Donc il m'a dit tu sauras dorénavant que quand quelqu'un veut ta cymbale crash, par exemple ta 18 pouces Masters collection, et ben tu lui dis va l'acheter, tu auras exactement le même son. Il aura exactement le même son que toi. Incroyable. C'est un truc de fou. Ah ouais, incroyable. Ah ouais. Ça marche vraiment comme ça. C'est-à-dire que je m'étonne même plus. Et je me suis fait avoir dans le sens inverse, où je suis parti en tournée avec Bruel aux États-Unis, et je rentre à New York dans un magasin de batterie. Il y avait une ride Zildjian Kirov qui sonnait monstrueux. Je voulais l'acheter, $800. Ouais. Et je dis, oh non, putain, 15 jours à la porter comme ça sous le bras. Je dis, non, c'est pas grave, je la prendrai à Paris. Et ben, je l'ai jamais retrouvée. Et je te jure, Philippe Lalit et Thierry Lalit m'ont commandé des caisses entières de Kirov de 20 pouces et j'ai jamais retrouvé cette sonorité. Jamais. Ah putain. Oh. Ah ouais. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais, donc là, ouais. Tu sais, je veux plus jamais vivre ça, donc. D'accord. Ouais, c'est comme quoi, tu vois. Ok. Bon bah, vive les Suisses, hein, ils sont pas forts que pour faire des bonbons, quoi. Exactement. Le concert le plus mémorable pour toi, celui qui aujourd'hui tu sais que tu t'en souviendras toute ta vie. Quelle personnalité et où? Alors, même si je me doute qu'il y a plusieurs, voilà, hein, mais vraiment celui. Oui. Alors, j'en ai un qui me vient à l'esprit parce que un jour on m'appelle pour faire l'album de Roger Hodgson. Roger Hodgson, pour ceux qui connaissent pas, c'était un des 2 chanteurs de Supertramp. D'accord. Donc il y avait le mec qui était un peu fort, barbu, cheveux longs, puis il y avait le très très maigre, cheveux longs, barbu aussi, qui jouait beaucoup de la guitare Guild, et qui a fait tous les gros tubes, évidemment, Supertramp, et ils se sont séparés à un moment donné. Donc Roger, il a décidé de faire une carrière solo. Et un jour, je reçois un coup de fil d'un gars qui s'appelait Alan Simon, un breton, et qui organisait une comédie musicale qui s'appelait Excalibur, et dont à l'intérieur il avait demandé à Roger Hodgson de jouer le roi Arthur, et il y avait Didier Lockwood qui jouait dans ce truc aussi, et donc il m'appelle pour me dire est-ce que tu es dispo, Joe Hammer m'a donné ton numéro de téléphone, il m'a dit que tu étais un super batteur et j'aimerais que tu fasses l'album de Roger. Je dis ok. Donc on était parti à Nantes enregistrer cet album-là avec Laurent Verneret. Et donc, on s'est retrouvé à faire l'album solo de Roger, qui était vraiment génial. Ambiance Supertramp, parce que c'était vraiment sa patte, tu vois, c'était vraiment son truc. La voix de Supertramp, évidemment. Et puis, après ça, on est parti en tournée avec Roger. Et un concert mémorable, je me suis retrouvé à jouer avec Roger Hodgson tous les tubes de Supertramp, parce que c'était lui qui les avait écrits, en tout cas, plus les tubes de son nouvel album qu'on avait enregistré ensemble. Et on était en train de jouer en trio, comme ça. Et à côté, il y avait Toto,
Luke Hater, Simon Phillips, ils chantaient tous des chansons comme ça. Je me suis dit, c'est un truc de dingue ce que je vis. J'avais Toto à côté, et moi je jouais. Incroyable. C'était génial. Ah ouais. C'est vraiment. C'est une image, ça tu sais que c'est une image qui restera. Ouais. Franchement, ouais. Franchement, ouais. C'était vraiment un très beau souvenir. D'accord. Et est-ce que tu as eu l'occasion de raconter ce souvenir à Simon? Je me souviens de toi. Non, j'ai pas eu le temps de lui dire. En fait. On a parlé de plein d'autres choses, mais non, j'ai pas eu le temps de lui dire. C'est dommage. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Ok, ouais, super. Aller devant Simon, ouais. C'est pas chaud de lui parler, mais c'est un peu compliqué. Tu sais pas trop ce que tu vas lui dire. Ouais. Il va dire, tu joues super. Bah oui, évidemment. J'adore ta batterie. Ouais, le shuffle, comme ça le shuffle. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Est-ce que t'as... Bon, tu as dit que tu t'es chauffé avant de monter sur scène ou lors de grosses scènes, tu t'es chauffé un petit peu gentiment. Est-ce que tu as une préparation mentale ou est-ce que non, tu fais juste tes petits échauffements, tu es déjà conditionné, tu sais déjà voilà ce que tu as à faire et tu n'as pas de préparation? Ou est-ce que tu as besoin de te retrouver tout seul, tu vois, comme ça peut arriver à certains? Non. D'accord. Le truc vraiment de l'échauffement, c'est vraiment parce que alors je sais pas si c'est l'âge ou certainement en même temps, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais une épicondylite. Donc c'est vraiment à l'insertion de l'os du ouais, ça fait mal ça. Ouais. Ça fait super mal, tu vois, donc j'avais ça. Et mon kiné et le kiné et l'ostéo, les deux m'ont dit t'as les avant-bras, mais plus que musclé en fait. D'accord. Donc en fait le muscle de ton avant-bras, en fait c'est une poche avec 5 muscles à l'intérieur qui se frottent les uns sur les autres, et ils me disent qu'ils sont tellement musclés qu'ils n'arrivent plus à se frotter. Donc ça veut dire que tu perds de la souplesse. D'accord. En fait. Ouais, donc, d'accord. Donc ils m'ont dit les deux, il faut que déjà que tu fasses beaucoup d'étirements, c'est obligatoire, et que tu chauffes avant, mais pas en force, vraiment en souplesse. D'accord. C'est important, voilà. Donc c'est une petite séquelle que tu as à force d'avoir les bras musclés. Bien sûr. Voilà. Je plains par exemple les mecs qui font du bodybuilding parce que c'est carrément que du muscle, quoi. Les mecs sont. Ah ouais. Ils font plus rien. Mais quelque part, physiquement parlant, ça doit être très difficile à vivre. Tu vois, quand t'es un bloc de béton comme ça. Ah oui. Tu vois, la puissance, ça doit venir de la tête, de la volonté, mais pas du muscle. Ah ouais, d'accord. La gestion de tes muscles sur scène est compliquée. Mentalement parlant, je m'éloigne pas des jambes avant de monter sur scène. Je suis normal, tu peux me parler de n'importe quoi. D'accord. Tel demande avec pas du sport, ok, ou alors on va aller bouffer là, ouais, super. D'accord, ok. Allez, on monte sur scène, c'est cool. On dit 2 conneries et puis tout va bien et on rigole, tu vois. Mais l'échauffement, par contre, oui, pour vraiment assouplir, chauffer et être un peu plus fluide. D'accord, ok. Dans l'année, t'as des choses qui se sont calées, t'as des gros projets à venir? J'ai des projets. Pour le moment, je peux pas encore en parler. D'accord, je comprends. Pas de problème. C'est pas du confirmé, donc c'est pareil. Je comprends. La même chose, c'est que quand c'est pas confirmé, bien sûr. Je peux pas dire aux gens, tiens, demain je pars avec, je sais pas qui, avec Patrick Fiori, puis dire finalement c'est pas toi, c'est un autre. Non, je comprends. J'ai des trucs, on m'a appelé pour des trucs. Bon, il y a des masterclass un peu. On m'a appelé pour des masterclass qui sont en train de se confirmer. Il y en a 2 déjà. Il y en a un fin mars et je ne me trompe pas, il y en a un début février, le 8 février. Donc ça, c'est très sympa. Il y en a un février où on joue à Marans, c'est pas très loin de La Rochelle. Et notamment, on fait un masterclass, ma femme fait un masterclass chant, moi je fais batterie. Et puis le soir, on fait un concert avec le groupe Bismillah, justement. D'accord. Donc ça, c'est cool. Ça va être super sympa, on va bien se marrer. Après, je fais un masterclass fin mars, prévu dans le nord, du côté de Valenciennes, par là-bas. D'accord. Donc là, ça sera vraiment que moi tout seul, de la démo, un peu dans le style de ce que j'ai fait au bikini. T'es pas du côté de Rouen ou dans la zone Normandie, non? Parce que moi, je suis dans l'Eure. D'où ouais. Tu vas pas du tout par là-bas. Bon, je sais qu'il fait pas beau, que t'as pas l'habitude, hein. Moi, le temps, ça me gêne pas, hein. Du moment qu'il est du moment que je suis à l'abri. Non, pour le moment, non, mais bon, après, si tu veux me faire venir, il n'y a pas de problème. Ah ouais, mais tu coûtes trop cher. Alors voilà, on va parler encore de choses qui sont compliquées à dire, à gérer. En fait, qu'est-ce qui est cher aujourd'hui? Parce que, est-ce que ça coûte cher à un artiste, mais s'il remplit la salle et que la personne gagne en plus de l'argent de ce qu'il va payer? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais. De la manière de comment ça amener, comment ça gérer, oui, c'est sûr. Donné, hein. Tout le monde. Oui, en même temps, c'est un peu normal. C'est un petit peu normal, bien sûr.
Ça va avec le prorata de gens qui vont venir, en fait. Exactement. Ouais. Après, ça m'est arrivé des fois de faire des masterclass où le mec avait pas fait sa pub correctement, et là, pour le coup, lui, il a pris un bouillon, tu vois. Ah Donc, ouais. Ouais. parce que c'est vrai que je coûte cher. Et voilà, donc c'est toujours un peu compliqué tout ça. Moi, on dit que je coûte cher, mais quand tu prends un mec comme Wakel ou Simon Phillips, je suis rigolo à côté. Ouais, non mais oui. Ah, oui. Mais après, c'est pas la même politique non plus, parce Bien que sûr. ces mecs-là, ils ont une carrière, ce qu'on appelle internationale. C'est-à-dire que dès qu'ils vont sortir d'un truc, tu vas avoir des Japonais, je sais pas combien, mais on va dire 20 000 Japonais qui sont abonnés à leur page, et puis tu vas avoir 15 000 Allemands, 12 000 Ouais, Suisses, tout à puis, fait, non mais c'est sûr. 350 000 ou 10 millions d'Américains, et peut-être 1 million d'Anglais, et puis peut-être 800 000 de Français, tu vois. Donc, c'est ce qu'on appelle la carrière internationale. Moi, je vais sortir un truc, c'est déjà difficile pour moi de me vendre à l'extérieur de la France. Tu vois. On est vraiment un pays à la con pour ça. On arrive très très mal à s'exporter, quoi. En tout cas, musicalement parlant. En France, de toute façon, on en revient, tout est compliqué. Hein. T'es musicien, tu veux en faire ton métier, tu veux machin. Si t'as pas quelques contacts, que t'as pas, voilà, c'est fermé, hein, finalement. Oui. Si je vais être très clair. Quand je bossais avec Claude Nougaro, je parlerai pas de chiffres, mais je dirais ce que je gagnais à l'époque en francs, avec la conversion aujourd'hui, c'est exactement la même chose que je gagne aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu fais la conversion des francs, ce que je gagnais en euros, je gagne exactement la même somme 25 ans plus tard, ou 30 ans plus tard. Wow. La seule différence, c'est qu'à l'époque, je payais ma baguette de pain 1 franc, aujourd'hui, je la paye 1 euro. Si la baguette de pain a fait x6, mon salaire aujourd'hui devrait faire x6. Et si je demande x6, on va me dire, tu rentres chez toi. Et j'ai passé ma vie à me battre pour mon salaire. C'est-à-dire que j'ai vraiment lutté pour que mon salaire ne baisse pas. J'ai même essayé de le faire augmenter, mais ça n'a pas marché. Punaise. Et pour personne, ça n'a marché. Dans la musique, en tout cas. Ouais, j'entends. Et dans d'autres métiers aussi. Hein. L'euro, ça ne nous a pas fait du bien. Mais dans d'autres métiers aussi. C'est un truc de dingue. Je dis, mais aujourd'hui, quand je dis aux potes avec qui je bosse, qui sont plus jeunes que moi, je dis, mais vous savez que moi, en 94, je gagnais exactement la même chose. Ouais, c'est fou, quoi. Et je faisais 15 concerts par mois avec Claude Nougaro. Quand je sortais de scène, il y avait la femme de Claude qui me tendait mon chèque avec ma feuille de paye, ma feuille acédique, mon feuillet congé spectacle, et puis mon chèque dedans, qui correspond au même salaire que j'ai aujourd'hui sur scène. Ah ouais, c'est dingue. Et j'en avais 15 comme ça dans mon sac à dos quand je rentrais à la maison, à la fin du mois. Wow. Et en plus, à cette époque-là, quand je faisais 15 concerts, très bien payés, donc je cotisais tellement aux acédiques et à la retraite et tout ça, que je touchais le plafond aux acédiques. Donc quand j'avais bossé 15 jours par mois, les 15 autres jours d'acédiques, je les touchais aussi au plafond. Donc je gagnais vraiment beaucoup d'argent. Ah ouais, d'accord. Bon, après, les taux d'intérêt pour acheter une baraque, c'était 15%. Oui, ça c'est plus aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, on est d'accord. Oui. J'avais de l'argent pour m'éclater, pour aller bouffer, acheter des fringues, du matos, partir en vacances, tu vois. Aujourd'hui, je gagne le même salaire qu'avant, sauf que tout est 6 fois plus cher. C'est ça, sauf que la vie n'a plus rien à voir. Donc tu peux, mais moins bien vivre aujourd'hui que comment tu pouvais vivre à l'époque avec la même chose. Donc, voilà, c'est dingue. Et ça. On se rend pas compte de ça, mais comme je disais, parce que je l'ai déjà dit dans l'interview, on vieillit, enfin je vieillis, donc t'as les jeunes qui arrivent derrière, et puis qui ont envie, comme moi j'avais envie au début. Mais quand on les code de ce qui se passe aujourd'hui au niveau salaire, c'est-à-dire beaucoup moins payés, les mecs ils vont pas lutter pour leur salaire, ils vont dire accepter des conditions de dingue. Moi, le monde est déplorable par rapport à ce qu'on leur demande, tu vois. C'est de l'esclavagisme, prêt à tout accepter. Ouais, je comprends. Mais en même temps, les pauvres, ils n'ont pas le choix, et donc ça, ils vont faire comment? Je ne suis pas en train de leur jeter la pierre à eux, je jette la pierre à tous ces producteurs Bien sûr. Profitent de l'occasion, tu vois. Aujourd'hui, on te dit, ouais, mais t'as vu, les concerts, ça coûte cher, il y a des vidéos, des trucs et tout ça. Je dis, ouais, mais enfin, avant, on faisait pas des concerts sans vidéo, et ça marchait tout aussi bien. Bien sûr. Et je me suis fait un plaisir de voir cette année 2 fois un concert de Pascal Obispo. Alors, je connais Pascal, évidemment, tu vois. J'ai joué avec lui il y a très très longtemps. D'ailleurs, j'aimerais bien rejouer avec lui. Et là, il était avec 14 musiciens sur scène, pas de séquence, pas de vidéo, rien. Il faisait de la musique, il y avait des sauts de sax, des sauts de clavier. Je dis, putain, c'est génial, le mec fait de la musique. Carrément, revenir à l'essentiel, quoi. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui, on est parti dans des délires de vidéos, de tout est aseptisé, les sons, tout est calculé, il y a plus rien qui dépasse. Tu dis, putain, mais elle est où la vie là-dedans, en fait? C'est dur, c'est dur. C'est très très dur, je trouve. Enfin, moi, je trouve.
C'est Oui, pas, faut c'est pas la que. musique qu'on a envie d'entendre. Tu vois les gens s'éclater sur des morceaux de la Motown ou du Stax. À l'époque, ils avaient rien, les mecs. Ouais. Ils jouaient, on leur prenait des paires de bagages, ils jouaient. Puis on mettait un micro, puis il n'y avait pas 50 micros, il n'y avait pas de vidéo. Puis les mecs, ils étaient deux à jouer de la gratte, il y en avait une qui était fausse, bah, ça faisait un son avec l'autre qui était juste. Et puis voilà, c'était. Mais c'est comme ça que sont nés les plus grands groupes. Hein. Mais exactement. Exactement. Je vais rebondir sur ce que tu dis, ça sera ma dernière question, après je vais te laisser tranquille, mon petit Loïc, quand même. Par rapport à ce que tu me dis, aujourd'hui, tu penses qu'il faut qu'on s'inquiète, en tant que musicien, de l'intelligence artificielle ou pas? Non. D'accord. Non. Je me suis amusé l'autre jour à faire une pub pour justement le bikini. Et Colin de Body m'avait envoyé un message en disant: je te répète avec Brel, il me dit: fais-moi une vidéo pour présenter la soirée du bikini. Ouais. Et puis après, je tombe sur un truc, l'intelligence artificielle qui te traduit toutes tes vidéos dans la langue que tu veux. Donc j'ai traduit la présentation du bikini en arabe, ça m'a fait rire avec ma propre voix, c'était drôle. Je me dis: putain, mais c'est ouf. Ah ouais. Enfin, je dis en même temps, la musique, si on parle de la musique, je suis désolé, la musique, c'est pas toujours pareil. C'est même jamais pareil. C'est-à-dire que même quand je fais un concert de Patrick Bruel, quand je vais jouer Casser la voix, je vais jouer d'une façon un soir, et le lendemain, de la même façon, mais différemment, parce que je suis plus fatigué, moins fatigué, plus d'énergie, trop bouffé, pas assez bouffé, et pas énervé, heureux, pas heureux, embrouillé, pas embrouillé, enfin je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Donc l'IA ne pourra jamais remplacer l'humain par rapport aux émotions retranscrites, etc. C'est impossible. Ouais. Alors évidemment que ça va aider à faire des choses, il faut s'en servir en tant que tel. C'est comme à l'époque les boîtes à rythme, pour nous dire: ouais, ça va casser le métier des batteurs. Bah, ça le casse toujours aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui prennent des boîtes à rythme, tu vois, et qui font des albums qu'avec des boîtes à rythme. Mais il y a un moment donné, quand les mecs ont envie d'avoir un peu de vie, bah, ils appellent des mecs pour les jouer, tu vois. Et c'est normal, je veux dire, ça reste de la musique. Et moi, que ça me fait plaisir, l'autre jour, je te dis, j'étais à Rennes, j'ai croisé Pascal Obispo, qui était dans le même hôtel que moi. On était avec Boel, et puis on a parlé de ça, et je lui dis: putain, franchement, bravo, quoi. Et il parlait que ça, il me dit: mais j'adore la musique, il me dit. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Pour toi, avec des mecs et jouer. Prends pas la tête. Ah, excellent. Ouais. Et la plus belle phrase que j'ai entendue, c'est mon meilleur ami corse qui s'appelle Jean-Bernard Rongiconi, guitariste, qui a fait les arrangements, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre d'Imouvrini pendant des années. Et moi, je bosse avec lui depuis tellement d'années. Et à chaque fois que je vais encore bosser avec lui dans son studio, on passe des soirées à refaire le monde, de parler de la musique, de tout ce qui se passe dans le monde. Et la plus belle histoire qu'il m'a racontée, il me dit un jour, tu sais, la plus belle chose que j'ai vue, moi, il m'a dit un jour, j'étais en concert avec Imouvrini à Nice, et il y avait Steve Lukather qui faisait une démo dans un magasin à Nice, à Saint-Laurent-du-Var, à côté. Et puis, je suis rentré, il me dit: je me suis mis au fond de la salle, comme ça, les bras pliés, je regardais comme ça, et là, ils annoncent Steve Lukather, et là, il rentre. Il a 2 racks avec des effets qui montent au plafond, tellement il y en a. Pédalier, un porte-avions, le pédalier. Et des amplis avec des lumières partout. Le mec, il joue, le son, c'était monstrueux. Il joue son playback, tout ça. Et il finit ce morceau. Alors, évidemment, les gens ils me disent c'était hystérique. Et puis, à la fin, il prend un micro et il dit: merci beaucoup, merci, c'est gentil. Alors, la première chose que je vais vous expliquer, quand même, il dit: vous savez, c'est tout ce que je viens de faire avec tout ça, là. On pourrait dire, j'ai envie de vous dire un truc: si jamais B.B. King rentre dans ce magasin là maintenant, qui prend n'importe quelle guitare qui est sur le mur là, n'importe laquelle, et n'importe quel ampli, il a plus le son de lui que moi avec tout ça. Wow. Et là tu dis, bah il était au fond, il a fait. Il a applaudi. Il a tout dit. Ça m'a fait rire. Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai en fait. C'est tellement vrai. Parce que ces gens-là, ils ont passé leur vie sur leur instrument. Un instrument, ils en ont pris soin. Ils ont transpiré dessus, saigné dessus, ils ont appris à le dompter, parce qu'il faut dompter un instrument, parce que c'est difficile un instrument. Et la musique que tu joues avec des gens, plus tu la joues, plus tu les écoutes, et plus tu fais de la belle musique. Il n'y a pas de mystère. Tu prends un morceau de Bob Marley, tu prends la session Pro Tools, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les pistes séparées d'un disque de Bob Marley, tu vas mettre le mec qui joue de l'orgue tout seul, tu vas dire c'est très bizarre le son, et puis des fois c'est pas tout à fait en place, tu l'enlèves, tu mets le guitariste, tu fais oh là bizarre, tu mets le batteur, tu dis ouais le son il est pourri, hein, c'est très bizarre, tu mets les chœurs tout seul, tu dis ah ouais c'est pas mal, ouais ok, puis après tu mets tout, tu fais oh, c'est monstrueux. Excellent, mais grave. C'est ça, et dans tous les groupes, Police, les Stones, Queen, c'est dingue. J'ai eu l'occasion de trouver plein de sessions Pro Tools comme ça.
tu te dis, mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais, Et comme quoi, en fait, le mélange et l'écoute de tout le monde fait que ça fait un groupe. c'est ça. Et ça fait un son. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Et ça, l'IA, elle ne pourra jamais le faire. Oh, oh. Loïc, merci pour tout ce que tu as dit qui est fort enrichissant, fort passionnant pour tout musicien qui va te regarder. Vraiment merci encore d'avoir répondu présent et ça me fait chier qu'il va falloir que je raccroche. Non, mais... Parce que j'aurais pu parler comme ça pendant des heures. Bon, on pourra en faire d'autres si tu veux. Ouais. Avec grand plaisir, parce que moi j'ai plein de choses à dire tout le temps, tu vois. Et même si jamais tu as des questions, n'hésite pas, quoi, tu vois. C'est super gentil. Et si des lecteurs te posent des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas, franchement, c'est avec grand plaisir. Parce qu'aujourd'hui, il faut partager tout ça, il faut le dire. Ouais, non mais c'est top. Merci pour ton relationnel et ton côté humain qu'on croise malheureusement plus beaucoup aujourd'hui. Ouais, c'est pas cool. Donc merci à toi, au plaisir de se voir. Ouais, à très bientôt. Merci Loïc, beaucoup, ouais. merci à toi. Salut. Salut, bye bye, ciao.